Il avait promis de leur réserver ces annonces. Gabriel Attal est donc allé à la rencontre des agriculteurs cet après-midi dans une exploitation de Haute-Garonne avec plusieurs promesses, une simplification des normes et surtout la suppression de la hausse de la taxe sur le gazole non routier. Écoutez les précisions de Noé Gandillot, Alison Tassin et Mathieu Desmoulins. Dans ce hameau de quelques habitations, quand le Premier ministre arrive, ça ne passe pas inaperçu. Il y a déjà eu autant de monde dans votre exploitation? Non, jamais. C'est la première fois. À peine sorti de sa voiture, déjà interpellé. J'aurais bien aimé que vous passiez au rond-point de Carbone. Ouais, mais ceux qui sont sur le rond-point sont là. Pas tous, non. Gabriel Attal le sait, il va devoir se montrer très convaincant. La mise en scène est soignée. Pour faire des annonces au monde agricole, quoi de mieux qu'une botte de paille en guise de pupitre. C'est un moment aussi agréable qu'ils ont passé avec nous. En agriculture, c'est comme en amour, il faut des preuves d'amour. Après la déclaration, place aux annonces. La hausse de la taxe sur le gasoil non routier, le fameux GNR, est annulée. Retour au prix du mois de décembre. Et la ristourne fiscale sur le carburant sera désormais immédiate. Au lieu d'avoir l'exonération plus tard, vous la recevrez tout de suite en achetant votre carburant. Autre annonce sur la loi Egalim, celle qui protège les revenus des agriculteurs face aux distributeurs. Il y aura plus de contrôles et même des amendes. 3 entreprises vont être sanctionnées. Gabriel Attal annonce aussi 10 mesures de simplification immédiate. Un seul contrôle administratif par exploitation et par an. Des délais plus courts pour les porteurs de projets. Ou encore des procédures simplifiées pour réutiliser des eaux usées. Des réponses qui se veulent rapides. Voilà pour les premières mesures de simplification qui sont prises immédiatement. Pour la plupart, elles relèvent du décret à partir de demain et la semaine prochaine. Enfin, le Premier ministre annonce ce soir des aides d'urgence pour le bio et pour les éleveurs confrontés à des maladies épizootiques comme la grippe aviaire. Montant global des 2 enveloppes, 100 millions d'euros. On va y arriver tous ensemble. Merci à toutes et à tous. Juste après sa prise de parole, Je vais venir vous voir. échange à chaud avec cet agriculteur leader de la contestation. Parce qu'on ne va pas vous lâcher quand même. Moi non. On me demande 3 mesures, on a eu les 3 mesures, on a gagné. Point barre, il fallait un gagnant, un perdant. Nous, pour l'instant, je pense qu'on a gagné. Après, peut-être que ça ne satisfera pas tous les agriculteurs de France. Maintenant, on attend de voir l'application. Vous avez un doute sur ça? Sur certaines choses, peut-être un peu. Le Premier ministre s'est ensuite rendu sur le barrage de Carbone, point de départ du mouvement, où ce soir le dialogue avec les agriculteurs se poursuit. Et la question est évidemment de savoir ce soir si ces mesures sont de nature à apaiser la colère et à suspendre les barrages. Les manifestants menaçaient de bloquer Paris. Dès ce soir, les syndicats annoncent 70 000 agriculteurs, 41 000 tracteurs mobilisés sur 85 départements. Des discussions, vous l'avez compris, sont en cours un peu partout. Après les annonces du Premier ministre, Léa Merlier et toutes nos équipes sur le terrain. Il y a quelques minutes en Île-de-France, ce leader syndical appelle à lever le blocage. Ce soir, en tout cas, si vous le souhaitez, en tout cas moi c'est ce que j'ai prévu, il faut rentrer chez soi. À Agen, les agriculteurs finissent de vider leur benne devant la préfecture. Mais le climat est à l'apaisement. Il nous a mis un peu de pommade, hein. Il nous a dit quand même ce qu'on voulait un peu entendre, hein, malgré tout. Les yeux rivés sur leur téléphone, serrés autour d'un haut-parleur, devant un écran géant. Sur tous les points de blocage, ils ont suivi avec attention le discours du Premier ministre. C'était bien l'introduction. La bonne nouvelle tombe, la hausse de la taxe sur le gasoil non routier est supprimée. Le GNR, je pense que ça a calmé un peu tout le monde pour l'idée de l'augmentation, tout ça, ça fait du bien d'entendre ça. D'autres saluent les promesses de simplification administrative. Il a dit qu'il allait enlever quelques normes. On va le voir, on l'attend. C'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une grosse nouvelle parce que jusqu'à aujourd'hui, c'est chargé, très chargé. Au péage de Saint-Arnoux, dont les 39 voies sont occupées par des tracteurs depuis le début de l'après-midi, ces annonces sont jugées insuffisantes. Aujourd'hui, malheureusement, ce soir, on s'attendait à ce qu'on ait le droit de produire comme les autres pays européens et on n'a pas cette solution-là. Donc on est toujours on est mal par rapport aux autres pays européens, quoi.
Les principaux syndicats avaient envoyé une liste de 140 revendications au Premier ministre. Ce soir, beaucoup restent sans réponse. Il répond qu'à une partie seulement et de manière très vague. Donc on n'a pas le détail sur tout. Et tant qu'on n'aura pas le détail sur tout et de manière précise, on ne peut pas savoir si on va prolonger le mouvement ou pas, quoi. Pour l'instant, les agriculteurs maintiennent certains blocages en attendant les consignes nationales. Et parfois, ces actions ont largement dépassé le stade du blocage routier à Narbonne. Vous allez le voir, la manifestation a dégénéré. Un bâtiment de la Mutualité sociale agricole a été incendié. Un feu qui n'a fait aucune victime, mais qui a provoqué l'incompréhension sur place. Henri Dreyfus et nos équipes en région. Un incendie volontaire d'une mutuelle qui œuvre pourtant pour les agriculteurs. À Narbonne, cet après-midi, la Mutualité sociale agricole en flammes. Aucune victime, mais une dirigeante choquée. Je suis arrivée sur le site, j'ai explosé parce que quand même au niveau de la MSA, on fait beaucoup de choses pour les agriculteurs. En Occitanie, dans une région à forte tradition syndicale, la température est montée de quelques degrés aujourd'hui. Il est 11 h ce matin, le péage de Saint-Jean-de-Védas est totalement bloqué. Mais clairement, maintenant, la passion, elle a ses limites, quoi. Il faut quand même qu'on arrive à bouffer, quoi. C'est compliqué, quoi. Avec plus de 400 tracteurs, impossible de rallier en un bloc la préfecture de l'Hérault. On sépare les convois, on va aller faire un tour en préfecture, on va voir les supermarchés aussi au passage. La température est bouillante ici, donc il faut que les gens bougent un peu, on redémarre. L'axe autoroutier entre Lyon et l'Espagne, totalement coupé sur près de 400 km, du jamais vu. Certains décident de se rendre comme prévu devant la préfecture de l'Hérault. D'abord du lisier déversé, puis des ballots de paille enflammés. Ça fait une semaine qu'il y a des paysans qui se battent dans la rue, qui ne font pas de bazar, qui sont pacifistes, et on laisse pourrir la situation. Ce n'est pas normal. La colère s'exprime aussi dans les grandes surfaces. Ces agriculteurs cherchent les produits étrangers pour stigmatiser une concurrence jugée déloyale. Il y a des produits qui sont autorisés chez eux et pas chez nous. Et à côté de ça, vous le retrouvez dans les rayons à des prix modiques. Et nous, à ce prix-là, on n'arrive pas à vivre. En fin d'après-midi, le péage de Saint-Jean-de-Védas, là où tout a commencé, s'embrase à son tour. À force de ne pas avoir de réponse du gouvernement, mais forcément, il y a eu un dérapage. À l'ouest de Nîmes, à Galargues, opération de filtrage des camions. Certaines cargaisons de produits étrangers ont été confisquées et brûlées. Alors revenons maintenant sur le fond. Parmi les agriculteurs mobilisés, beaucoup manifestent pour la toute première fois. C'est ce qui donne sans doute à ce mouvement un aspect historique. Revenus dérisoires, concurrence étrangère déloyale, impression générale de déclassement. La liste des détresses est longue. Nous avons passé la journée sur l'un de ces points de blocage pour mieux comprendre la détermination de ces manifestants. Témoignages recueillis sur l'autoroute A54, près de Salon de Provence, par Mathieu Perrault et Henri-Paul Amar. Certains ont passé la nuit ici, au milieu de l'autoroute A54 entre Salon de Provence et Arles. La fatigue se lit sur les visages. On pourra tenir. Mais heureusement, ça va ? le ravitaillement du petit matin est le bienvenu. C'est aussi une exploitation et nous on est en pleine période de mise bas. Donc on est venu hier, on viendra aujourd'hui, mais on fera des allers-retours, on est à une exploitation pas loin. Donc l'objectif c'est de se relayer pour essayer de tenir dans la durée. Et pour beaucoup, il n'y a pas besoin de chercher loin la motivation pour venir sur ce barrage. On subit des charges en augmentation constante. Dans mon secteur d'activité, cette année, c'est plus 30 de charges et c'est moins 10 de produits. Donc à un moment ou à un autre, ça va lâcher. Je commence déjà à plus me payer par mois, donc c'est un peu compliqué. Et donc un agriculteur qui travaille et s'attire, qui doit de l'argent, qui perd tout, vous savez à quoi ça amène ? Ça amène qu'il y a des gens qui n'ont plus envie de vivre. Des difficultés partagées par les arboriculteurs, les maraîchers ou encore les éleveurs du département, et qui les poussent à l'action. La cible du jour est une plateforme logistique de la grande distribution. On fait ça proprement. On vient, on vide, on s'en va. On revient ici et on tient l'autoroute. Une vingtaine de minutes de cortège et arrivé sur place, c'est l'entrée des poids lourds, notamment ceux venus de l'étranger, qui est condamnée en signe de contestation. Stop à la concurrence déloyale, stop aux normes
de franco-française où ça c'est pour nous, ça c'est pour les autres. Maintenant, c'est tout le monde pareil, tous unis, sinon l'Europe elle n'a pas de sens. Une opération escargot plus tard. Il est l'heure de revenir sur l'autoroute et de reprendre les discussions sur le point de blocage. Et là encore, la grande distribution est au cœur des débats. La marge, elle est partie ailleurs, c'est pas nous. C'est la grande distribution qui prend les marges. C'est ça, c'est là. On vit plus, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Le prix de revient pour faire pousser une salade prête à couper, c'est 0,30 centimes. Et on nous dit, on vous donne 0,25. Donc il faudra m'expliquer. Et après, en magasin, elle est à 1,80 €. Alors à ce moment-là, ils vont encore mieux y passer le broyeur. Tu n'as pas les frais de coupe. Hein. Tu n'as pas à te baisser ni mal au rein, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est de se baisser, un terrain trop basse. Un sentiment de colère partagée et une longue attente devant le poste de radio. On a décidé de mettre l'agriculture au-dessus de tout. Ici, comme dans toute la France, les agriculteurs ont écouté le Premier ministre. Il y a du positif, il n'y a pas grand-chose encore. Il n'y a que des choses qu'on connaît déjà. Donc j'ai l'impression que c'est un discours pour nous faire attendre, mais il n'y a pas de réponse concrète et on est toujours dans l'attente. Les agriculteurs présents sur ce barrage des Bouches-du-Rhône n'ont donc pas prévu ce soir de quitter l'autoroute. Bonsoir Arnaud Rousseau. Bonsoir Anne-Claire Coudet. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes président de la FNSEA, syndicat majoritaire dans le monde agricole. On a entendu que les avis sont très partagés après les annonces des mesures par Gabriel Attal. Une précision, on vient de l'apprendre, les agriculteurs qui sont sur le barrage de Carbone, qui ont lancé ce mouvement, ont décidé de lever leur blocage demain midi. Quelle est la position nationale de votre syndicat ? Nous venons de nous réunir avec les jeunes agriculteurs pour interroger l'ensemble de nos responsables départementaux et régionaux et nous avons pris la décision de poursuivre cette mobilisation. C'est une décision difficile mais nécessaire parce que les annonces du Premier ministre ne répondent pas à la totalité des questions que nous nous posons. Un certain nombre de réponses ont été apportées, elles vont dans le bon sens. Je pense notamment à ce fameux pied de facture du GNR qui permettra à l'agriculteur... Du gasoil non routier. Du gasoil non routier qui permet à l'agriculteur qui l'achète aujourd'hui environ 1 € hors taxe du litre de le payer dans quelques semaines 85 centimes du litre. Donc ça va dans le bon sens. Mais il y a beaucoup de revendications à laquelle le Premier ministre n'a pas répondu. Est-ce qu'il y a des mesures dans ce qu'il a annoncé qui sont de nature vraiment à améliorer la question du revenu ? On a bien senti que c'était au cœur des souffrances. Vous n'avez rien vu de tel dans les annonces de cet après-midi ? C'est trop juste. Avec ces annonces, le Premier ministre a finalement réussi à faire lever un barrage. Mais voyez-vous, en France, il y en a plus d'une centaine. Et donc le sujet pour nous, c'est de continuer à pousser ce que nous lui demandons depuis le début de la semaine. Quel serait le levier le plus important sur la question des revenus, à votre avis ? Alors, il y a évidemment le sujet du prix à travers les lois Egalim. Il parle de contrôle, mais on a besoin d'aller plus loin, notamment à travers les gens. Hein. Il a cité 3 entreprises qu'il va dénoncer. Nous, on a envie de savoir comment ça a été fait. Est-ce qu'on peut aller plus loin ? Je rappelle que la loi Egalim était censée protéger le revenu des agriculteurs dans le bras de fer qu'il y a entre les industriels et la grande distribution. Qu'est-ce qui n'est pas suffisamment appliqué dans cette loi ? Il y a cette loi, donc il y a le sujet du prix qui n'est pas appliqué, il y a le sujet des importations, il a parlé du Mercosur, on aimerait en savoir plus aussi sur l'Ukraine, il y a les sujets de la surtransposition, sur le plan environnemental de la surtransposition, il n'a pas abordé les choses, il y a la question de l'élevage, cette fameuse mesure fiscale et sociale qui était attendue, sur laquelle il n'a rien dit. Et donc le Premier ministre a dit qu'il était un homme de dialogue. Eh bien ça tombe bien puisque nous lui proposons dès demain matin d'aller à sa rencontre pour continuer à travailler sur les revendications que portent la FNSEA et les jeunes agriculteurs. Une plus grande protection du marché français, c'est-à-dire réduire les importations qui viennent de pays qui ne respectent pas les normes qu'on demande à nos agriculteurs, ça prendra du temps. Vous n'avez pas confiance ? Le Premier ministre a dit aujourd'hui que le Président allait s'impliquer personnellement. L'enjeu pour nous, c'est l'assiette des Français, c'est notre identité, c'est ce à quoi nous tenons. Et la déclaration du Premier ministre, encore une fois, sur certains aspects, peut aller dans le bon sens, mais elle est trop juste. Et puis vous l'avez dit, on sait qu'à Bruxelles, il y a des enjeux qui doivent être rapides. Nous, ce qu'on demande, c'est pouvoir rediscuter de l'ensemble des points. Encore une fois, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été abordées dans le discours du Premier ministre. Il parlait de preuves d'amour. Eh bien, peut-être en a-t-on vu quelques-unes, mais elles ne sont pas suffisantes. Je le redis, ce qui a été dit ce soir ne calme pas la colère. Il faut aller plus loin. Dans les demandes que vous lui aviez transmises,
quelles sont les demandes qu'il aurait pu honorer et auxquelles il n'a pas répondu. Est-ce que vous pouvez avoir des exemples concrets pour les Français qui nous écoutent? Eh bien, par exemple, tout ce qui concerne les retraites. Vous savez, on a une loi et on attend un texte. On ne sait pas comment on va faire. Est-ce que ce sera opérable en 2026? Les retraites des Français, des agriculteurs français, sont parmi les plus faibles. Nous, ce qu'on veut, c'est que ce qui est dit se mette en application. Donc, on a besoin d'aller plus loin. On a aussi, sur les autorisations, par exemple, sur la question de l'eau, le Premier ministre a dit on va raccourcir les délais. C'est une bonne chose. Mais avant de raccourcir les délais, il faut qu'on parle des autorisations. Sur ce point-là, on doit aller plus vite également. Vous voyez, autant de sujets. Il a beaucoup traité les sujets de l'Occitanie et je m'en réjouis pour eux, mais il y a bien d'autres régions en France qui attendent des réponses. Dernière question, et elle est importante. Est-ce que le mouvement va se durcir? Est-ce que vous appelez notamment les agriculteurs à bloquer Paris ce week-end? D'abord, dès ce soir, il va y avoir des roulements, comme il y en a depuis le début de la semaine. Certains vont arrêter pour se reposer, d'autres vont poursuivre. On appelle encore une fois à ne pas utiliser la violence, à ne pas déraper, parce que je crois qu'on n'est pas là pour ennuyer les Français. Mais nous, on veut pouvoir rentrer rapidement dans nos exploitations en étant assurés que tout ce qui a été fait depuis le début va donner du sens. Et je voudrais remercier tous les agriculteurs et les agricultrices qui sont mobilisés de nos raisons, mais aussi au-delà. Tout le monde est sur le pont. Vous avez parlé de 70 000 agriculteurs. Demain, on ne peut pas rentrer sans réponse concrète. Et donc, on attend encore une fois que le Premier ministre nous invite dès demain pour aller plus loin sur nos revendications. Merci beaucoup Arnaud Rousseau d'avoir accepté d'être notre invité. Alors on va revenir sur un point dont on a parlé tout à l'heure. Parmi les annonces du Premier ministre, il y a la promesse de l'application stricte de la loi dite Egalim. Elle est destinée à protéger le revenu des producteurs lors des négociations avec les industriels et la grande distribution. Le Premier ministre a d'ailleurs annoncé ce soir que 3 entreprises seraient lourdement sanctionnées dans les jours qui viennent. Et vous allez voir que les grandes enseignes de supermarchés arrivent aussi à contourner cette loi en toute légalité. Explication Roxane Sigula et Julien. Le scrutin est clos. Octobre 2018, adoption de la loi Egalim. La promesse d'une meilleure rémunération pour les agriculteurs. La loi Egalim, l'objectif, c'est des agriculteurs qui aient un vrai revenu. La loi permettra de changer en profondeur la structure de notre agriculture. 5 ans plus tard, c'est un échec. Les agriculteurs sont dans la rue et réclament toujours d'être payés au prix juste. Que s'est-il passé? La loi Egalim est censée garantir aux agriculteurs un revenu décent, en tenant notamment compte de l'évolution du prix des matières premières. Problème, certains géants de la grande distribution ont trouvé la parade pour la contourner. Au lieu d'acheter leurs produits via une centrale d'achat française, certains distributeurs passent par une centrale d'achat dans un autre pays. Résultat, la loi Egalim ne s'applique pas. C'est le cas de Leclerc en Belgique, Carrefour en Espagne ou encore Système U aux Pays-Bas. Quel intérêt pour le distributeur? Exemple avec ce paquet de pâtes. Sans Egalim et donc sans aucune contrainte, le distributeur met la pression sur l'industriel pour négocier des prix très bas. Résultat, en bout de chaîne, le producteur est contraint de vendre sa récolte à des prix encore plus bas. Pour limiter les abus, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, promet de multiplier les contrôles. 100 inspecteurs de la répression des fraudes seront spécialement mobilisés. Et en cas d'infraction, les sanctions tomberont, elles tomberont vite, elles iront jusqu'à 2% du chiffre d'affaires des distributeurs et des industriels. Des sanctions, y compris pour des infractions à la loi Egalim en France. 3 entreprises ont déjà été épinglées. Selon nos informations, il s'agirait du fabricant de produits laitiers Malo et dans le secteur de la viande, de 2 filiales du groupe Bigard. Pour augmenter les revenus des agriculteurs, il existe aussi ce qu'on appelle les circuits courts, un modèle vertueux qui implique la suppression des intermédiaires et qui est gagnant-gagnant, non seulement pour les producteurs, mais aussi pour les consommateurs. Elena Despatureaux, Stéphane Iorgolescu et Fabienne Mancel. Comme chaque semaine, on va vérifier la qualité. Et une fois que c'est bon, on emballe. Et maintenant, c'est un peu la course pour la destination au magasin le plus vite possible. Christophe part livrer en direct sa récolte d'endives à quelques kilomètres de sa ferme. Salut Pauline. Salut Christophe. Tu vas bien? Ici, on prône le circuit court. Cette enseigne, qui compte déjà 6 magasins en France, travaille avec 600 producteurs. Pas d'intermédiaire, ni de centrale d'achat. Conséquence, l'agriculteur touche au minimum 60% du prix de vente.
Aujourd'hui, on va avoir entre 30 et 40 centimes de plus le kilo par rapport à un endive qui part dans un schéma classique. Sur ces kilos-là, je sais que ma rémunération, elle sera là et ça va me permettre de payer tous mes salariés et de pouvoir aussi investir pour se moderniser. En clair, pour 1 kilo d'endive, Christophe gagne 2,20 €. Le reste, c'est la marge du magasin et la TVA. En réduisant ses coûts, l'enseigne peut casser les prix. Et les clients aussi s'y retrouvent. Ils achètent toujours ici, les œufs sont pas chers. Ils doivent être à 24 centimes l'œuf, c'est très bien. Le rapport qualité-prix est bon, donc je préfère venir ici. Pour rester compétitif, le magasin limite ses coûts et mise sur le libre service. Par exemple, les endives, vous voyez, on les reçoit telles quelles. On les prend, on les met en rayon et ça va pas plus loin. À un prix hyper accessible pour les clients où on est très bien placé par rapport à la concurrence. Pour réduire au maximum les intermédiaires, certains producteurs vont même plus loin. En Normandie, Patricia, éleveuse de porc, merci beaucoup, est aussi derrière la caisse. Avec son mari, ils ont ouvert un magasin fermier. On y retrouve leur viande, mais aussi des fruits et légumes, du cidre, des œufs, de leurs amis agriculteurs de la région. Ça nous permet d'avoir diverses sources de revenus. Et quand il y a une crise sur un élément ou sur un autre, ça compense de vendre la ferme. 80 producteurs se sont associés, comme Jean-Marie, qui vient livrer chaque semaine sa farine. C'est lui qui fixe son prix. 4,50 le kilo, c'est le bon prix pour le consommateur. D'accord, très bien. C'est nous qui faisons la facture. Alors que quand vous livrez du blé à une coopérative, à un négoce, c'est lui qui va vous donner le prix et qui va établir la facture. Donc ça nous permet de mieux vivre. Avec à la clé de bonnes affaires pour les clients, comme ce sac de pommes de terre, 2 fois moins cher qu'ailleurs. C'est plus intéressant qu'en grande surface, les fruits et légumes, et puis la charcuterie de qualité. Mais comment attirer de nouveaux clients et les inciter à se tourner vers des filières engagées? Charles a peut-être la solution. Lui veut rapprocher les pêcheurs des consommateurs. Pas de magasin, mais un site internet qui vous livre des produits de la mer en 48 heures partout en France. Pas de surpêche, ni de poissons importés. On valorise aussi ces espèces comme la raie, le congre, le mulet, c'est encore pire. Lui, il est carrément parfois même pas acheté aux pêcheurs, qui le jettent à la poubelle. Chez Poiscaille, on va garantir 4 € minimum jusqu'à 8 €. Donc il faut considérer ces poissons-là. Arrêter de vouloir tous manger du saumon, du cabillaud. Et c'est ça la clé de la pêche durable et du soutien surtout à nos pêcheurs français. C'est comme ça que Tito, pêcheur près de Narbonne, peut vivre de son activité. Il touche 30 % de plus qu'à la criée et les prix sont fixes toute l'année. Avec très peu de poissons, on peut faire des belles journées. On pêche beaucoup moins, mais on gagne notre vie. Pour le consommateur, le panier n'est pas plus cher que dans une poissonnerie. Environ 25 € les 2 kilos. Le juste prix pour faire vivre 250 pêcheurs français.